Voilà, donc c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas trop vous encombrer avec l'acné, sa clinique, sa pathogénie, sa prise en charge thérapeutique classique. Vous le savez toujours, on va faire des petits rappels, mais surtout je vais insister sur la place du traitement interventionnel dans la prise en charge de l'acné. Donc on le sait tous, c'est une maladie inflammatoire chronique des follicules pilosébacés. Donc elle est dans le 8e rang des maladies de la peau. Elle touche plus de 85% des adolescents, peut persister également à l'âge adulte. Donc, son tableau clinique est polymorphe. On peut assister à de l'acné inflammatoire, de l'acné rétentionnel. On a des tableaux mixtes. Et le problème, c'est qu'elle peut être pourvoyeuse de cicatrices qui sont indélébiles et qui retentissent sur le psychique du patient. Donc, plusieurs formes sont décrites. Donc, bien que parfois bénigne et transitoire, mais elle peut s'accompagner de cicatrices avec un effet psychologique important, d'où la nécessité d'une prise en charge précoce. Et donc, on le sait bien, les traitements sont variables, à savoir des traitements locaux, des traitements généraux, en fonction de la clinique qu'on a ou bien de la forme clinique qu'on a devant nous. Les traitements physiques ou traitements interventionnels trouvent leur place quand on ne peut pas traiter parce que le patient refuse, quand on ne peut pas appliquer un traitement standard parce que le patient refuse, par exemple, de prendre un traitement par voie générale. On peut associer un traitement physique à un traitement local pour améliorer le rendement cicatriciel. Donc, quand est-ce qu'on va les utiliser et comment? Un petit mot sur la pathogénie. Donc, c'est une pathologie multifactorielle qui fait intervenir plusieurs facteurs, à savoir les facteurs génétiques. Donc, on a plus de risques de faire une acné si l'un des parents a déjà fait une acné lors de la puberté. Des facteurs environnementaux, bien sûr, à quoi on s'expose. La nutrition, il y a une relation étroite entre ce qu'on mange et le risque de faire des poussées d'acné, surtout les aliments gras, le sucre et les dérivés des produits laitiers. Les facteurs individuels, c'est-à-dire l'état hormonal, et on le voit surtout en cas d'acné hormonale ou bien de l'acné de la femme adulte, c'est-à-dire l'acné qui apparaît après l'âge de la puberté, surtout chez les femmes. Le stress, le tabagisme, bien sûr, parce qu'il a une action sur l'oxygénation de la peau. Les médicaments comédogènes, surtout les corticostéroïdes et les androgènes, et également les cosmétiques, et j'insiste beaucoup sur les préparations traditionnelles que s'appliquent les femmes en général sur leur visage avec des produits qui vont obstruer les pores et entraîner des lésions rétentionnelles. Donc, pour la pathogénie, donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans la genèse de l'acné. Donc, il y a l'inflammation, l'accumulation de l'hyperkératinisation, l'augmentation ou bien l'hyperproduction du sébum et également la prolifération d'une bactérie, le Cutibacterium acnes, qui joue un rôle très important dans la genèse de l'acné. Donc, tout d'abord, l'hyperproduction du sébum qui se fait sous l'influence surtout hormonales, les hormones androgènes, surtout la testostérone et l'insuline growth hormone 1, qui vont augmenter la synthèse et la sécrétion du sébum. Et il existe une corrélation importante entre la gravité et la fréquence des lésions d'acné et l'hyperséborrhée, c'est-à-dire l'hyperproduction du sébum. On assiste également à une hyperkératinisation des follicules pilosébacés, c'est-à-dire il y aura une hyperprolifération des cellules kératinocytaires qui vont tomber dans la lumière du follicule pileux associés à des lipides et des monofilaments. Tout ceci va aboutir à une hyperprolifération bactérienne et c'est surtout le Cutibacterium acnes qui était appelé précédemment le Propionibacterium acnes. Donc c'est le même germe, c'est un germe pathogène anaérobie, lipofilm à gram positif, qui sécrète une lipase donc, qui va intervenir dans le métabolisme des triglycérides du sébum. Il va transformer les acides gras et va être responsable de la formation des comédons et aussi de l'inflammation de la peau. Donc, on assiste également à une réaction inflammatoire qui sera dirigée contre la bactérie responsable de l'acné. On aura un chimiotactisme des cellules inflammatoires avec des productions des substances oxydatives
Et donc, on aura une destruction folliculaire avec rupture et libération davantage de germes, d'acides gras et de lipides. Et donc, on va tourner en boucle. Il faut savoir que tous ces paramètres sont interconnectés, c'est-à-dire la présence d'un paramètre va augmenter l'autre. C'est ainsi que l'excès de sébum va entraîner une augmentation de la prolifération kératinocytaire, également va entraîner une augmentation de l'inflammation, et la présence de la bactérie va entraîner une surproduction également. Donc on tourne en rond. Voilà, donc qui dit mécanisme physiopathologique dit lésion clinique. Donc on va assister à une hyperséborrhée puisqu'on a une hyperproduction du sébum. On va avoir des comédons, des lésions de comédons soit fermés, soit ouverts, on va le voir parce qu'il y a une hyperkératinisation folliculaire. On va avoir des lésions inflammatoires parce qu'on a l'inflammation et parce qu'on a également la prolifération bactérienne. Donc, sur le plan clinique, on va avoir un patient qui se présente avec une hyperséborrhée, avec deux types de lésions. Donc, les comédons ouverts ou fermés, ce sont des lésions non inflammatoires et on parle de lésions rétentionnelles. D'accord ? Les lésions inflammatoires qui sont rouges, on peut avoir des papules, des pustules, des nodules ou carrément des kystes. Et on parle de lésions inflammatoires ou bien d'acné inflammatoire. On a également plusieurs formes cliniques. Donc, en fonction de l'âge, on a l'acné juvénile à l'âge de la puberté. Donc, c'est la classique acné juvénile ou bien vulgaire. On peut avoir des formes néonatales, infantiles et surtout des acnés de la femme adulte qu'on commence à voir de plus en plus vu tout ce qu'on mange comme perturbateurs endocriniens et les crèmes qu'on s'applique sur le visage. Également, en fonction de l'étiologie, on a des acnés professionnelles, des acnés induites. En fonction de la gravité, on peut avoir des lésions inflammatoires, donc kystiques qui vont être très inflammatoires et qui vont laisser des cicatrices, donc l'acné conglobata, ou carrément une acné fulminance qui va s'associer à des signes systémiques, notamment de la fièvre et des arthralgies. Mais l'acné juvénile, bien entendu, est la plus répandue. Schématiquement, qu'est-ce qu'on peut avoir cliniquement? Donc, on a des lésions rétentionnelles, ce sont des microkystes ou bien des comédons fermés ou bien quand ils s'ouvrent et leur contenu s'oxyde, ils deviennent noirs, c'est les classiques points noirs, ou bien des lésions inflammatoires, des papules, des pustules et carrément destruction du follicule pilosébacé avec formation de nodules ou bien de kystes. Sur cette photo-là, sur le front, on voit bien des comédons, c'est ce qu'on appelle les comédons fermés ou bien les microkystes. Là, on est devant des lésions inflammatoires, des papulopustules, une acné mixte avec des lésions rétentionnelles, des lésions pustuleuses inflammatoires. D'accord? On commence à avoir des cicatrices déprimées, donc c'est une acné qu'il faudrait prendre en charge rapidement. Donc, des cas plus avancés, avec une acné conglobata du dos, on voit bien la différence entre ces lésions. On voit bien qu'il y a une inflammation et une forme cicatricielle qui va mal évoluer. Voilà, donc qui dit pathogénie, dit traitement, et on va agir sur les différents axes qu'on a vu précédemment de la physiopathologie, à savoir l'hyperséborrhée. Donc, on va essayer de traiter l'hyperséborrhée donc par des crèmes, bien entendu, des peelings, on va voir tout ça par la suite. On va agir sur l'inflammation, donc les rétinoïdes, les antibiotiques par voie orale. On va agir sur la colonisation microbienne, donc on va utiliser des antibiotiques surtout à dose anti-inflammatoire, c'est-à-dire des petites doses, 50 mg en général, 40-50 mg, et également sur l'anomalie de la kératinisation. Alors, les traitements locaux qu'on a, donc il y a les rétinoïdes,
qui vont agir sur l'hyperkératinisation. Donc, on va essayer de normaliser cette hyperprolifération kératinocytaire qui se voit lors de l'acné. D'accord? Il faut savoir que c'est un traitement qui va donner un assèchement de la peau. Donc, en général, il faut commencer tout doucement, un soir sur deux, par exemple, toujours le soir, associer des crèmes hydratantes pour éviter l'irritation qui va être secondaire à la sécheresse de la peau suite au traitement. Le peroxyde de benzoïle, c'est un traitement également qu'on va utiliser puisqu'il va avoir une action anti-inflammatoire et antibactérienne. C'est un traitement également qui est irritant. Il peut être associé dans la même crème avec les rétinoïdes et donc ça permettrait de traiter les deux en même temps, toujours associer une crème hydratante et aller tout doucement, ne pas, c'est-à-dire faire des applications quotidiennes dès le départ. Les antibiotiques locaux, il faut les éviter en général. Avant, on les utilisait beaucoup, mais maintenant, vu le développement de l'antibiorésistance, donc on préfère les éviter parce qu'ils sont pourvoyeurs de résistance par la suite. L'acide azélaïque a également une action kératolytique et anti-inflammatoire, c'est-à-dire il va décaper la peau et lutter contre l'inflammation, et l'acide salicylique également. Donc, quand le traitement local ne suffit pas, on passe au traitement par voie orale. Et là, on a les antibiotiques, comme on a dit. Il faut commencer par c'est-à-dire il faut donner des petites doses. On n'est pas dans l'action antibiotique comme pour traiter des angines ou autre chose. On est dans l'action anti-inflammatoire des antibiotiques. Et en général, on utilise la doxycycline à la dose de 50 mg puisque les comprimés sont sécables en général. On peut utiliser un traitement hormonal quand l'acné est d'origine hormonale, surtout chez la femme adulte. Donc, on peut utiliser une pilule contraceptive ou bien la spironolactone qui a une action anti-androgénique et qui va agir sur la composante hormonale de l'acné. Et dans les cas, c'est-à-dire d'acné cicatricielle, d'emblée d'acné de grande sévérité ou bien en cas d'échec de traitement par antibiotique, on passe au traitement par isotrétinoïne, bien entendu. Alors, maintenant, la place des traitements interventionnels. Qui dit traitement interventionnel, c'est-à-dire on n'est pas dans le traitement classique, local ou général de l'acné, mais on va utiliser d'autres techniques, d'autres traitements physiques. Donc, on sera dans l'interventionnel. Donc, on va l'utiliser soit quand on a des effets secondaires du traitement que le patient ne va pas supporter, soit que le patient refuse le traitement d'emblée, il n'est pas observant, il refuse un traitement par isotrétinoïne, soit en complément d'un traitement standard, c'est-à-dire on va traiter par un traitement standard local général et on va associer un traitement interventionnel et surtout pour la prévention des cicatrices. Par exemple, quand on voit déjà que le patient a des cicatrices inflammatoires rouges, donc on va agir, on va intervenir pour éviter que ces cicatrices ne pigmentent. On va les traiter et déjà pour améliorer le visuel du patient en général. Alors, on va parler des thérapies par lumière, d'accord? Lumière, qui dit lumière, on va avoir un effet soit thermique, soit non thermique, et on est dans la photobiomodulation. On va voir tout ça, j'explique au début, et après je vais détailler. On va parler de la thérapie percutanée d'induction collagénique, et là on sera dans l'énergétique ou bien dans le non énergétique, et on va parler également des peelings. Donc, les thérapies par lumière, c'est-à-dire on va utiliser une lumière, d'accord, pour cibler une cible dans la pathogénie de l'acné, puisqu'on est dans le chapitre acné. Donc, on a vu les différents mécanismes physiopathologiques. Donc, on va agir par une lumière. Cette lumière-là va entraîner une chaleur et on est dans la lumière thermique. C'est soit les lumières pulsées, soit les lasers, soit cette lumière ne va pas avoir d'effet thermique, c'est-à-dire elle ne va pas induire de chaleur et on est dans la photobiomodulation, c'est-à-dire on va agir sur un chromophore qui est une molécule interne qui va absorber la lumière et qui va induire des remaniements tissulaires sans pour autant qu'on augmente la chaleur au niveau du tissu. C'est clair? Très bien.
Voilà, donc la lumière, en fonction de sa couleur ou bien en fonction de sa longueur d'onde, va pénétrer plus ou moins profondément au niveau de la peau. Par exemple, la lumière bleue, elle est superficielle, elle a une pénétration très superficielle, contrairement à la lumière rouge qui va pénétrer encore plus profondément. Et de ce fait-là, en fonction de la cible qu'on veut avoir, on va choisir une couleur et pas l'autre. Alors, on va commencer par les thérapies par lumière non thermique et on est dans la photobiomodulation et on va parler des LED, Light Emitting Diode. OK? Donc, et dans l'acné, dans la prise en charge de l'acné, on va utiliser la lumière bleue puisque c'est une lumière qui ne va pas pénétrer profondément. Donc, elle a une pénétration d'environ 0,3 mm et on est dans la photobiomodulation. On va cibler un chromophore qui est la porphyrine que va sécréter la bactérie qu'on a vue, le C. acnes. D'accord? Donc, on va la cibler. La porphyrine va absorber. On va avoir une production des substances réactives d'oxygène. Et là, on va détruire la paroi lipidique du C. acnes et on va le tuer. Donc, la lumière bleue va avoir une action bactéricide. D'accord? Et également, elle va avoir une action anti-inflammatoire sur les kératinocytes puisqu'elle est superficielle. L'autre lumière qu'on peut utiliser, c'est la lumière rouge, d'accord? Donc, c'est une lumière qui va pénétrer encore plus profondément. Donc, on va atteindre la glande sébacée, on va la détruire, on va diminuer la production du sébum et également elle va avoir des propriétés anti-inflammatoires, à savoir une régulation de la libération des cytokines, la stimulation des fibroblastes, une sécrétion de facteurs de croissance, une cicatrisation, tout ça pour avoir une réparation tissulaire de ces lésions-là. Donc voici comment se passe une séance. On est dans la lumière rouge, donc on met des lunettes et le patient, bien la patiente sont installés sous les bras articulés de la machine. On règle l'énergie également, on règle la couleur, on règle le mode qui peut être soit continu, soit pulsé. Voilà. Donc la durée du traitement, ça dépend de l'énergie que je veux. Ça peut être 6 minutes, ça dépend de la machine également. Il y a des machines qui sont très puissantes. J'arrive à atteindre mon énergie en 2-3 minutes. Il y en a avec lesquelles il faut avoir plus de temps, 10 minutes en général. D'accord? Donc là, on a parlé des thérapies par lumière non thermique. Maintenant, on passe aux thérapies par lumière thermique, c'est-à-dire par chaleur. On va produire de la chaleur. Et là, donc, on va avoir un dommage thermique par transfert de chaleur. Je vais appliquer une lumière, je vais créer une chaleur et la chaleur sera transférée aux alentours et c'est comme ça que je vais créer une inflammation. Je vais avoir une stimulation thermique également. Donc, on est dans le principe de la photothermolyse. Donc, on convertit la lumière en chaleur pour avoir les effets bénéfiques qu'on recherche avec cette chaleur. Là, on va parler de la lumière pulsée, donc toujours. Donc, c'est une lumière polychromatique, diffuse et incohérente. Donc, elle agit dans un spectre très large de 400 à 1200 nanomètres. Rappelez-vous le schéma de pénétration. Donc, on peut être dans le bleu, on peut être dans le rouge. Ça dépend donc de filtres qu'on va utiliser. Et donc, on utilise des chromophores bien spécifiques pour permettre une coagulation sélective. Et en général, on utilise pour l'acné le spectre bleu, c'est-à-dire qu'il y a un effet bactéricide. On peut utiliser également le spectre rouge quand on a des lésions rouges, qu'on veut traiter le côté vasculaire de la cicatrice, par exemple rouge. On peut utiliser le filtre rouge et le vasculaire également. La thérapie par laser, donc la lumière pulsée, c'est une lumière polychromatique diffuse. Le laser, c'est une lumière monochromatique cohérente, donc dont la pénétration va dépendre de la longueur d'onde. Donc, on a des lasers non pénétrants, c'est-à-dire qui ont une bonne affinité avec le chromophore low, donc la lumière sera bloquée en superficie,
et donc ils vont avoir une action de vaporisation. C'est comme le laser CO2 ou bien le laser Erbium-YAG qui a une très grande affinité avec l'eau. Donc, il va permettre une vaporisation très superficielle. Et on a d'autres lasers donc, qui sont pénétrants et qui vont permettre de traiter, de pénétrer à l'intérieur de la peau et donc d'avoir comme cible, par exemple, les vaisseaux quand on a des cicatrices rouges, par exemple, pour traiter tout ce qui est vasculaire, la stimulation par transfert de chaleur au niveau dermique. Voilà, donc, et on est dans les lasers ablatifs. Quand ils ont une grande affinité à l'eau, donc ils sont superficiels, ils ne pénètrent pas comme l'erbium-YAG et le CO2. Et les non-ablatifs, ils vont pénétrer et donc ils ne vont pas donner une ablation. Ils peuvent être soit fractionnés, c'est-à-dire le tir laser sera fractionné, donc ça va permettre de laisser des espaces de peau saine, à partir de laquelle on aura une cicatrisation qui va se faire, ou bien non fractionnée, et dans ce cas-là, c'est comme la pièce à main chirurgicale du laser CO2 qui permet d'évaporer, de traiter tout ce qui est verrue, tout ce qui est quand on veut enlever quelque chose, par exemple. Voilà, donc ça c'est pour parler du fractionnement, donc c'est la photothermolyse fractionnée qui va laisser des espaces de peau saine à partir de laquelle sera amorcée la cicatrisation pour permettre une cicatrisation rapide. D'accord? Voilà, donc sur des photos histologiques, on voit bien la différence entre le laser CO2, le laser Erbium-YAG et les lasers non ablatifs. Voilà, donc la thérapie par laser, il y a différents types de lasers qu'on peut utiliser également pour le traitement de l'acné. Donc, les lasers ablatifs, on peut les utiliser pour traiter l'acné rétentionnel, puisqu'ils vont entraîner une vaporisation épidermique, ils sont superficiels, donc ça permet ou bien de traiter les cicatrices d'acné, d'accord, quand on a des cicatrices d'acné déjà installées. Les lasers non ablatifs, surtout en cas d'acné inflammatoire, ils vont agir sur la vascularisation, acné mixte et également en cas de cicatrices d'acné. Alors, il faut savoir que le seul laser qui a l'autorisation de la FDA pour le traitement de l'acné, c'est la longueur d'onde 1726, d'accord, qui est un laser non ablatif et qui va permettre d'agir sur l'acné légère, modérée à sévère, et qui contient, toujours basé sur le principe de la photothermolyse sélective, et qui associe une fenêtre de refroidissement en saphir qui va permettre de refroidir la peau pour ne pas avoir de dégâts collatéraux. Donc, voici comment se passe une séance laser. Donc, ça, c'est un fractionné non ablatif. Vous voyez que la peau en superficie reste intacte. D'accord? Donc, ça, c'est un laser 1340. C'est un NAFL, Non-Ablative Fractional Laser, donc laser fractionné non ablatif. On peut utiliser des pièces à main collimatées pour traiter les nodules ou bien les kystes inflammés d'une manière ponctuelle après avoir passé avec la pièce à main fractionnée. Donc là, ça permet de donner un traitement ponctuel sur les lésions d'acné. C'est une séance par mois en général. Ce patient, c'est après une seule séance. Donc on a pu avoir ce résultat. Une acné quand même sévère, donc qui a résisté à l'isotrétinoïne. Il a bénéficié de 4 séances à 1 mois d'intervalle, donc et on a eu ce résultat. On peut utiliser également un laser YAG pour tout ce qui est cicatrices rouges, d'accord, la prise en charge des cicatrices rouges de l'acné. Donc ça, c'est un laser YAG en mode dynamique, c'est-à-dire c'est une succession de micro-impulsions qui vont permettre de traiter, d'avoir un empilement des impulsions pour avoir un résultat meilleur, sans pour autant que ça soit douloureux pour la patiente et sans pour laisser c'est-à-dire des suites, parce qu'en général, quand on traite le rouge, on peut avoir du purpura, donc ça dépend de la longueur d'onde qu'on va utiliser. Et là, ça permet de traiter sans suite. Alors, le laser
Ça, c'est un herbiomiac, c'est un laser ablatif, c'est le 2940 dont je vous ai parlé, qui a une grande affinité à l'eau, donc il sera bloqué en superficie et donc il va permettre de faire une évaporation superficielle. Donc vous voyez les petites traces qu'on voit sur la peau, d'accord? Donc ça, c'est les puits qu'on crée avec le laser puisque c'est un laser fractionné, d'accord? Donc c'est un fractionné ablatif. On a parlé de la thérapie d'induction par lumière. On passe à la thérapie d'induction collagénique. Donc, on va parler de la thérapie percutanée d'induction collagénique énergétique. On va parler de la radiofréquence à micro-aiguille, d'accord? Donc, la radiofréquence à micro-aiguille, ce sont des aiguilles avec lesquelles on va faire pénétrer une onde électromagnétique qui est la radiofréquence à l'intérieur de la peau. Donc, c'est ça, schématiquement, c'est ça. On va prendre des micro-aiguilles qui vont être soit non isolées et donc on va avoir la radiofréquence tout au long de leur chemin de pénétration, soit elles vont être isolées et donc on va délivrer la radiofréquence juste au niveau de la pointe des micro-aiguilles. Donc, ça permet donc d'avoir des remaniements dermiques, d'avoir une amorce de cicatrisation avec synthèse de fibres collagène et un remodelage dermique. Voici schématiquement, histologiquement, en fonction de la profondeur donc, de l'aiguille, voilà, la profondeur de la pénétration, on va avoir une action plus ou moins profonde au niveau de la peau. Donc, on peut être épidermique, dermique profond ou encore plus. Donc, elle trouve son intérêt dans le traitement de l'acné aussi bien rétentionnel qu'inflammatoire et ça va permettre de détruire la glande sébacée par la chaleur et également d'agir sur les médiateurs inflammatoires. Donc, voici comment se passe la séance. Donc, il y a des aiguilles qui vont pénétrer à l'intérieur de la peau, qui vont délivrer la chaleur. Et voilà. Les suites, en général, il y a une rougeur, ça dépend des paramètres qu'on a utilisés, mais en général, il y a une rougeur qui va persister 2 jours donc en maximum. Là, donc, c'est un résultat après une microchirurgie de l'acné, un nettoyage, je vais en parler de ça tout à l'heure. Nettoyage, c'est-à-dire on a enlevé les microkystes et puis on est passé par une radiofréquence. Donc ça, c'est après une séance. Radiofréquence fractionnée, exactement. À micro-aiguille. Radiofréquence à micro-aiguille. Parce qu'il y a la radiofréquence fractionnée, où il n'y a pas les aiguilles qui pénètrent, mais on délivre de la radiofréquence juste en superficie. Il y a la radiofréquence à micro-aiguille, où les aiguilles vont faire pénétrer la radiofréquence à l'intérieur. 3 minutes, Dr. Chouaib. Oui, je termine. Donc voilà, la thérapie non énergétique, toujours percutanée, et là on parle du micro-needling, donc classique micro-needling, où on va utiliser une action mécanique avec des aiguilles, et ça permet de stimuler les fibres élastiques et collagènes, également libérer des facteurs de croissance. Voilà, donc ça se passe comme ça, en fonction de la profondeur des aiguilles, c'est-à-dire la profondeur avec laquelle on veut travailler. On va avoir un effet light comme celui-là, ou bien carrément on va faire saigner la patiente donc pour avoir des résultats meilleurs. Ça fait peur, oui. Très bien. Les peelings chimiques permettent d'avoir des lésions contrôlées, donc aux couches épidermiques ou bien dermiques. Ça dépend du produit qu'on va utiliser et de sa concentration également. Donc, on a différentes concentrations, différents produits pour différentes indications. Donc, grosso modo, les différents types de peeling, ce sont le superficiel, le moyen et le profond. Le profond, on n'utilise pas en général le peeling au phénol ici au Maroc. On se contente des premiers, donc avec une prudence, bien entendu, quand on est dans les peelings moyens pour éviter tout ce qui est cicatrices post-inflammatoires. Donc, voici en général les indications. Là, ça, c'est l'acide glycolique, mandélique, lactique, Gessner.
donc le TCA et tout. Et en fonction de ce qu'on veut rechercher, qu'on veut traiter, on va utiliser l'un ou l'autre peeling. Et il y a des formules qui contiennent plusieurs types de peeling dans la même solution et qui sont indiquées dans la prise en charge de l'acné. Donc, un dernier mot pour parler du nettoyage médical ou bien de la microchirurgie de l'acné. Il faut dire que c'est un geste qui sert beaucoup, qui aide beaucoup, qui améliore l'acné. En général, je dis à mes patients, c'est 60% de votre traitement. Ça permet d'enlever les microkystes qui sont des bombes à retardement, qui sont au fait, ce sont des lésions qui vont s'inflammer et qui vont donner lieu à des lésions inflammatoires par la suite. Donc, autant les enlever pour avoir un bon résultat. Voilà, donc je pense que je suis dans le temps. L'intérêt, c'est d'associer le traitement physique au traitement classique de l'acné, bien poser l'indication du traitement physique en fonction de la composante à traiter et il faut toujours insister sur le traitement précoce pour éviter les cicatrices qui peuvent être très difficiles à gérer par la suite. Je vous remercie. Merci, Dr Shraibi. On va prendre une ou deux questions dans la salle, s'il y en a, s'il vous plaît. Merci, docteur. S'il vous plaît, j'ai deux questions. Vous avez parlé du versant de la colonisation bactérienne et le probiotique. Quel probiotique vous a donné satisfaction? Oui. Et pour les méthodes non thermiques, vous avez dit que ça donne une destruction des glandes sébacées. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de la physiopathologie de la peau? Je commence par la deuxième question. Vous avez posé la question par rapport aux techniques non thermiques. D'accord. Votre question était, est-ce que ça ne va pas aller à l'encontre de la physiologie de la peau? Parce que vous allez détruire les glandes sébacées qui sont là pour... Non, mais en général, on est en train de traiter l'acné. Donc, dans l'acné, il y a c'est-à-dire une hyperactivation des glandes sébacées qui vont sécréter beaucoup de sébum. Donc, comme on l'a vu dans la physiopathe, c'est parmi les axes qu'il faut traiter qu'il faut prendre en charge dans la prise en charge thérapeutique de l'acné. Et la première question, c'était par rapport aux probiotiques. Oui, les probiotiques, ils agissent dans c'est-à-dire dans les dernières publications, ils ont un effet dans la prise en charge de toutes les maladies inflammatoires, donc en général de la peau. On les utilise dans la prise en charge de l'acné, de la dermite séboréique, du psoriasis, parce qu'on agit via l'inflammation c'est-à-dire intestinale, par hyperperméabilité intestinale. Voilà, donc on restaure la flore bactérienne intestinale pour agir sur l'inflammation et donc ça diminue l'inflammation qui est associée à l'acné. Vous avez une préférence? Oui, mais bon, je vous dirai après. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser que la LED est un outil indispensable à avoir dans son cabinet, même si on ne fait pas de la médecine esthétique, parce que ça aide énormément, que ce soit dans l'acné, les cicatrices, les brûlures. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je conseillerais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Shraibi. Oui, c'est un outil qui est vraiment qui aide, qui rend service. On l'a vu tout à l'heure dans l'atelier de la gestion des cicatrices. Donc, on peut l'utiliser dans la prise en charge des brûlures, de cicatrices de toutes sortes. Également, toute inflammation de la peau. Également pour les douleurs du zona. Donc, ça a de larges indications. Merci, docteur Shraibi. C'est moi.